Bonsoir à tous. Merci d'être présents si nombreux pour nous accompagner dans ce lancement de Cité Philo à travers cette première conférence inaugurale. Il y en aura deux. Il y a cette première conférence qui portera sur le thème de cette année, pseudo, dans un instant. Et il y aura également demain une deuxième conférence inaugurale qui portera cette fois-ci sur le pays invité, à savoir le Japon, comme vous pouvez l'apercevoir dans le programme. Alors, quelques mots pour présenter très brièvement Vincent Delecroix, et avant de lui donner la parole. Vincent Delecroix enseigne la philosophie de la religion à Paris, à l'École pratique des hautes études. Et il est l'auteur d'une œuvre en cours, déjà considérable, qui se développe globalement sur deux versants, comme vous pouvez l'apercevoir peut-être sur la table qui est à l'entrée, où on peut apercevoir la plupart de ses ouvrages. Donc avec d'un côté des ouvrages de philosophie, peut-on dire, pour simplifier, et de l'autre des romans. Dans le détail, on s'aperçoit que c'est un petit peu plus compliqué ou un peu plus hétérogène parce que cette dualité recouvre en fait une multiplicité de genres, de registres, de formes, avec des traductions de Kierkegaard notamment, des ouvrages d'histoire de la philosophie, des romans, je le disais, des nouvelles, des essais de philosophie aussi, sur le chant, sur l'ironie. Voilà, donc une diversité de formes, de registres dans ce travail, dans cette recherche. Toutefois, on pourrait, me semble-t-il, voir derrière cette diversité d'efforts, de travaux, de modes d'expression, on pourrait apercevoir quelque chose qui ferait l'unité de cette recherche. Ou plus exactement, derrière cette multiplicité de registres, on pourrait voir apparaître la question des rapports entre la vérité et la subjectivité, à travers, au fond, une question très simple, dont il sera question dans un instant. Question qui pourrait prendre cette forme: qu'est-ce que c'est que être soi-même? Quand est-ce que l'on est soi-même? Qu'est-ce que ça signifie être vrai, être vraiment soi-même, ou être soi-même dans le vrai? Voilà, toutes ces questions qui tournent autour desquelles donc tourne, s'agence, se constitue, progresse ce travail, cette recherche. Au fond, si on voulait résumer les choses, il me semble, on pourrait dire que être soi ne va pas de soi. C'est un problème, c'est peut-être un effort, c'est une conquête difficile. Je pense à une formule de Bergson dans son premier livre, l'essai sur les données immédiates de la conscience, qui explique que beaucoup vivent et meurent sans avoir jamais été eux-mêmes. Ce qui fait qu'on comprend que c'est pas quelque chose qui relève d'une évidence ou quelque chose qui va de soi, et surtout dans une société qui fait l'apologie d'une sorte de sincérité qui est peut-être une fausse sincérité. En tout cas, peut-être que c'est plus difficile que jamais d'être sincère ou que d'être soi. Je ne sais pas, en tout cas, ce sont des questions qui peut-être vont affleurer. Mais du coup, j'aperçois, je dirais, au point de contact, au point de jonction ou au frottement de ces deux concepts de subjectivité et de vérité, j'aperçois un troisième concept qui me semble peut-être être au bout et qui apparaîtrait, je prenais l'image du frottement, comme une étincelle. C'est la question, c'est la notion de la singularité. Peut-être que au bout du compte, toute cette recherche, derrière son extrême diversité dans ses modes d'expression, se pose la question de savoir ce que c'est que la singularité. J'ajouterai une dernière chose qui me semble importante dans ce travail. Il y a peut-être une allusion justement dans votre charge d'enseignement qui porte sur la religion. Donc, et j'ajoute quelque chose qui n'est peut-être pas accessoire mais qui est peut-être essentiel, c'est l'articulation de cette question de la singularité à la question de la religion et à ce que c'est ou ce que pourrait être une philosophie de la religion. Et j'entends par là une philosophie de la religion qui maintient ces deux termes en dialogue, pas une philosophie religieuse, pas une approche de la philosophie qui viendrait se dissoudre dans quelque chose qui serait la religion, mais véritablement, je crois qu'il y a derrière ce projet de faire une philosophie de la religion, ou de penser ce que peut être aujourd'hui une philosophie de la religion, quelque chose d'important qui me semble renvoyer à ceci, que la religion n'est pas un objet d'étude, mais plutôt renvoie à quelque chose qui est une expérience. Voilà, et donc tous les fils se rejoindraient ici, à savoir que les enjeux de la vérité et de la subjectivité sont
peut-être porté à incandescence, porté, on en parlait tout à l'heure, à vif, à travers l'expérience religieuse ou quelque chose qui serait un certain type d'expérience qu'il y aurait derrière la religion. Voilà, je m'interromps pour vous laisser la parole. Vous savez très bien qu'à Cité Philo, donc on a mis en place un mode de fonctionnement qui consiste en dialogue, mais il y a 2 exceptions. Ce sont les 2 conférences inaugurales, et là nous avons le plaisir, le bonheur, j'ajouterais, de vous écouter pendant cette séance pour une conférence inaugurale qui a pour titre « Mon nom et personne ». Merci beaucoup. Donc on ne va pas dialoguer. Je vais vous assassiner pendant un discours magistral pendant 1h30. Donc courage. Bon, j'ai choisi merci d'abord de m'accueillir ici. Je suis vraiment ravi. Et bon, juste une incise et après je commence à vous assommer. Je suis particulièrement heureux d'être ici parce que c'est ma terre natale ici, comme mon nom l'indique d'ailleurs. Vous allez voir, tout est une question de nom ce soir. Donc mon nom propre indique suffisamment que je suis lillois d'origine et je suis particulièrement heureux d'y revenir dans ces conditions. Alors j'ai choisi d'entendre le préfixe pseudo qui donne son titre à l'ensemble de Cité Philo cette année. J'ai choisi de l'entendre à partir ou dans le substantif pseudonyme, ne serait-ce que parce que d'ailleurs dans l'usage courant en général, enfin maintenant en tout cas, quand on l'utilise sous sa forme substantivée, pseudo, ça veut dire pseudonyme. Enfin, on entend pseudonyme quand on dit le pseudo. En fait. Bon. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai entendu. Et c'est notamment dû à un principe de communication sur lequel je vais revenir. C'est l'essentiel, puisqu'il faut donner un nom pour commencer à parler. C'est ce que je viens de faire. Donc, autrement dit, j'ai choisi d'entendre le faux, le fictif, l'artefact, le simulacre, à partir d'un cas du faux nom, justement, ou du nom fictif substitué au vrai nom. Je voudrais donc parler du pseudonyme en tant qu'il nous dit quelque chose du pseudo en général, parce qu'il est peut-être à la racine de tout le pseudo, de tout le fictif, du simulacre, du virtuel aussi, mais aussi le faux, la tromperie. Parler donc du faux à partir du faux nom. Voilà. Et donc demander à l'inverse ce que c'est que le nom vrai, ce que c'est qu'un vrai nom, ce qui est une chose assez particulière, parce que normalement ça ne veut rien dire un vrai nom propre. Ce qui est vrai, c'est une proposition, ce n'est pas un nom. Ce qui est vrai, c'est un discours, une phrase. Ce qui est vrai, c'est ce qui a de la signification, ou faux d'ailleurs, c'est ce qui a de la signification, mais un nom propre, c'est ni vrai ni faux normalement, parce que ça n'a pas de signification, un nom propre. Et pourtant, on dit un vrai nom propre. Et ça nous indique déjà la différence qu'il y a entre le pseudo et le simple faux, justement, ou le vrai et le vrai tel qu'on l'entend généralement. Autrement dit, ce qui m'intéresserait, c'est de jeter un coup d'œil sur ce que peut être le vrai, ou ce que peut signifier la différence entre le vrai et le faux lorsqu'il est question de nom, et en particulier de nom propre. La question du vrai et du faux nom propre, peut-être que cette question du nom propre en général concerne justement la question du vrai en général. Qu'elle est à la racine de la distinction du vrai et du faux en général. Parce que d'une part, le nom propre désigne directement, j'entends directement, c'est-à-dire sans passer par une signification, directement, sans intermédiaire, désigne directement du réel, s'accroche ou accroche le langage au réel, et plus précisément au seul réel, c'est-à-dire au singulier, à l'être singulier. Les idées ne sont pas réelles de ce point de vue-là, les concepts, les généralités, les significations ne sont pas réelles de ce point de vue-là. Il n'y a que les êtres singuliers. La chaise en général n'existe pas. Cette chaise en particulier, elle est. Le nom propre, c'est ce qui accroche de ce point de vue-là. C'est la seule ou la première accroche du langage dans le réel proprement dit. Bon. C'est pour ça que c'est vrai. Enfin, c'est pour ça que ça pourrait être vrai, en tout cas. Autrement dit, le nom propre, c'est ce qui désigne, pour le dire de manière un peu plus jargonnante, mais pas tellement, enfin, je m'en excuse en tout cas si c'est le cas, il désigne l'être comme être singulier, comme individu. Le nom propre, c'est ce qui a affaire à des individus. Et il n'y a que les individus qui existent. Parce que le nom propre, c'est ce qui est par excellence désigne
le réel. Et d'autre part, c'est l'autre versant par lequel on peut comprendre le vrai et le faux, d'autre part, à partir du nom propre, parce que c'est la clé de la communication, quand je le disais tout à l'heure, sa condition peut-être, comme si la communication ne pouvait vraiment commencer qu'en donnant son nom, en donnant un nom. Il faut commencer par donner un nom pour initier, pour entrer dans le réseau, pour entrer dans la communication. Il faut entrer un pseudo ou un nom, mais en tout cas, il faut entrer un nom propre, ou quelque chose qui fait fonction de nom propre. Autrement dit, je commence à parler avec vous, ou je ne peux commencer à parler avec vous, que si je vous donne mon nom ou un nom, c'est-à-dire tout simplement quelqu'un qui parle. Donc, le rapport entre nom propre et pseudo fait signe vers une compréhension spécifique du vrai et du faux. Je précise juste une chose qui est toute simple, mais c'est qu'il y a deux conceptions possibles du vrai et du faux. Il y a une conception propositionnelle, pardon pour le caractère un peu technique, mais qui n'est pas technique tant que ça. Il y a une conception propositionnelle de la vérité, il y a une conception ontologique de la vérité. Une conception propositionnelle, c'est cette phrase est vraie. C'est Napoléon a mis une raclée aux Austro-Russes à Austerlitz. Cette phrase est vraie. Ce que tu dis est vrai. Ça, c'est une conception propositionnelle, c'est-à-dire que ça ne porte pas sur les choses elles-mêmes, mais sur le langage, sur les propositions, c'est-à-dire ceux qui parlent des choses. C'est ça, la conception propositionnelle. Et puis quand je dis c'est un vrai crétin, ou c'est de l'or véritable, là c'est une conception ontologique de la vérité. C'est pas le discours sur la chose, c'est la chose elle-même. C'est une chose authentique. Hein. C'est un crétin authentique. Hein, je vous le confirme. Enfin, voilà. Bref, le pseudo dans ce cas-là, même si le pseudonyme appartient au langage, le pseudo il relève d'une conception ontologique. Le pseudonyme c'est du faux au sens de c'est pas un vrai crétin. Voilà, c'est pas un vrai nom. Bon, même si c'est du langage. C'est le faux au sens de la fausse monnaie. Voilà. C'est-à-dire deux choses qui vont être importantes pour les histoires, parce que je vais raconter, parce que pour l'instant c'est un peu pénible, mais je vais raconter quand même deux histoires, c'est ça l'essentiel. Mais j'essaie juste de fixer un peu de quelques points pour pouvoir lire et raconter ces histoires, parce que c'est surtout raconter des histoires qui m'intéressent. Mais... Bref, le faux dans ce cas-là, enfin le pseudonyme, le pseudo dans le pseudonyme, c'est deux choses. C'est ce qui est à la ressemblance d'eux. Hein. Il a l'air d'un crétin, mais en fait, c'est quelqu'un d'intelligent, de tout à fait fréquentable. Voilà. C'est ce qui est à la semblance, à la ressemblance, à l'imitation d'eux. Platon dirait que c'est un moindre être, c'est une copie. C'est un être quand même, mais c'est un être un peu moins être que l'être véritable. Voilà. Bref, il est à la ressemblance, et c'est surtout... c'est ce qui se substitue à la chose, ce qui sert de signe à la chose. Et vous voyez, sans vouloir raffiner outre mesure les choses, vous voyez bien que le pseudonyme pose un cas particulier, parce que si c'est un faux nom, le nom lui-même est déjà un substitut. Autrement dit, le nom propre est déjà un substitut de la chose, c'est-à-dire vous n'êtes pas votre nom propre. Le nom propre vous indique. Bon. Le pseudonyme, dans ce cas-là, c'est un substitut de substitut. Et plus précisément, le pseudonyme vous montre, et ça me paraît essentiel, vous montre le régime général du langage. C'est-à-dire que tout le langage est du faux. Tout le langage est du pseudonyme. Tout le langage est une imitation. Tout le langage est de la fiction, même quand il est vrai. Même quand il est vrai, parce que c'est de l'image des choses. C'est une imitation, ou plus précisément, c'est un substitut aux choses. Alors évidemment, ça pose quelques petits problèmes amusants. Enfin bon, en tout cas, moi ça m'amuse, on se donne le plaisir qu'on peut, évidemment. Mais je vais retenir deux, trois choses avant d'en passer enfin à ces histoires qui sont beaucoup plus intéressantes que ce que je suis en train de raconter. Il y a quelques points quand même à tirer de ça. Je voudrais insister surtout sur le deuxième point que j'ai signalé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait, et je vais insister essentiellement là-dessus, c'est-à-dire la liaison entre le problème du nom propre et la communication, c'est-à-dire la communication véritable, le vrai dans la parole, ou la parole vraie. Bon. J'ai signalé tout à l'heure que, comme l'indiquaient par exemple certaines procédures techniques en usage dans la communication électronique ces temps-ci, le don du nom, donner son nom, est un prérequis ou un requis à l'initiation de la communication.
Il faut que je vous donne mon nom pour pouvoir vous parler, c'est-à-dire pour vous parler réellement. Ça pose quelques petits problèmes quelques problèmes intéressants. Le premier, c'est de savoir ce que c'est que donner son nom, justement. Ce que c'est que donner son nom. Et vous allez voir dans la première histoire que je vais vous rappeler, qui est celle d'Homère, celle d'Ulysse et du Cyclope, le problème de donner son nom est vraiment un vrai problème pour Ulysse. C'est un problème même vital. Ou plus précisément, le fait de ne pas donner son nom, c'est ce qui le sauvera. Donc donner son nom, c'est quand même important, et ce n'est pas juste une métaphore. Donner son nom, c'est important, mais surtout, ce qui est étrange et paradoxal, c'est que quand vous donnez votre nom, vous ne le donnez pas, justement. Et même, vous ne le prêtez pas, parce que vous le donnez, mais il vous appartient. Et si je vous donne mon nom, vous n'allez pas partir en courant avec. Enfin, je l'espère. Bon. Autrement dit, c'est un drôle de geste, donner son nom, je donne mon nom, mais je le garde. Je vous donne mon nom, et ce geste est essentiel. Je vous donne mon nom. Quelqu'un parle, et je parle en mon nom. Je vous donne mon nom, mais c'est ma propriété. Et si vous vous en emparez, non seulement c'est un problème, mais ça ne sera pas le vôtre, de toute manière. Ça ne sera pas le vôtre. Je vous donne mon nom, si vous le prenez, vous ne l'aurez pas, en réalité. Enfin, vous pouvez... Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Bon, et justement, ce qui caractérise le vrai nom du faux nom, c'est-à-dire le nom propre, le vrai nom propre du pseudonyme que je pourrais me donner, c'est précisément que le nom, je vous le donne, mais je ne me le suis pas donné à moi-même. Bon. Et ce qui caractérise, ça a l'air de rien, c'est trivial, mais c'est quand même, enfin moi ça m'intrigue, c'est que ce qui caractérise le nom comme nom vrai, c'est de l'avoir reçu, justement de ne pas se l'être donné. Le pseudonyme, pour le dire autrement ou inversement, et inversement, comme dirait l'autre, enfin, comme dirait un ami, ce qui caractérise le pseudonyme, c'est précisément le fait que c'est un nom que je me suis donné. Ce qui caractérise le vrai nom, c'est le fait que je ne me le suis pas donné. Le vrai, c'est ce que je reçois. Le faux, c'est ce que je me donne. Le vrai, c'est ce à quoi je suis passivement attaché. D'où, comme vous le savez, enfin comme vous le savez peut-être, ou comme peut-être vous l'éprouvez, d'où le fait qu'il est par moments un peu lourd à porter, le nom, justement, ou que nous avons des obligations à l'égard de notre nom, ce qui est parfaitement injuste et infaisable, puisque nous ne l'avons pas créé, nous n'en sommes pas responsables, et il est attaché à nous autant que nous y sommes attachés. Ça me déplairait que vous preniez ou voliez mon nom, mais en même temps, je suis attaché à ce nom. Je l'ai reçu, je ne me le suis pas donné. Ça va exactement à l'encontre de cette idée d'une identité qu'on se donne, qui serait caractéristique de ce sujet autonome que nous vénérons, à juste titre, désormais. D'où, évidemment, la tentation du pseudonyme, enfin, plus qu'une tentation, qui est la tentation véritable de la fiction et de l'allègement de l'existence réelle. Le pseudonyme, c'est ce qui initie la fictionnalisation de l'existence, tout simplement parce que ce qui caractérise l'existence singulière, c'est ce qui s'impose à moi. Et c'est exactement ce que dit le nom propre, c'est un héritage. Le nom propre dit le réel, pas simplement parce qu'il dit le nom singulier, parce qu'il dit l'être singulier, mais il dit le réel en tant que le réel s'impose à moi, en tant que le réel, c'est ce qui s'impose à moi. Et c'est pour ça que le nom propre dit le réel. Le nom propre dit exactement la caractéristique de l'existence, c'est le fait d'être jeté dedans. Je n'ai pas décidé de naître, je n'ai pas décidé de mon nom. Voilà, il m'est donné et j'y suis lié, vraiment dans tous les sens du terme. Raison pour laquelle, encore une fois, je peux avoir des obligations. Je dois le préserver, parce qu'un nom propre, excusez le jeu de mots facile, mais un nom propre, ça se salit, évidemment, et donc je dois le préserver, etc. On va voir que dans l'épisode d'Ulysse, c'est aussi ça. Il faut préserver ce nom. J'y suis attaché, mon être y est attaché. Mais c'est un paradoxe, parce que mon être y est attaché alors que je n'en ai pas décidé. Bon. Ce qui peut donner l'impression exactement inverse, que notre vrai nom propre n'est pas le vrai, puisque nous ne l'avons pas inventé, il nous est imposé. Non, c'est pas moi. Non, ce n'est pas moi. Ce nom n'est pas moi.
Résultat, qu'est-ce qu'on fait? On produit des pseudonymes. Bon. C'est-à-dire qu'on invente sa vie. Voilà. Et qu'on allège l'existence. Bon. Dernière chose, avant vraiment d'en venir à Homère, et puis après à quelqu'un d'autre, tout aussi rigolo, tout aussi intéressant. Si, évidemment, le problème qui se pose, si le nom propre est la condition de la communication, s'il faut que je vous donne mon nom pour parler vraiment, c'est-à-dire que je parle en mon nom, parce que sinon, bon bref, vous avez compris, qu'est-ce qu'induit comme type de communication un pseudonyme? Bon. Est-ce que le faux nom induit une fausse communication? C'est bête, hein, comme remarque, ça se complique un petit peu après. Est-ce que c'est une pseudo-communication, la communication qui est fondée ou dans laquelle il y a un pseudonyme, qui est fondée sur ou dans laquelle il y a un pseudonyme? Est-ce que c'est une communication fantôme? Est-ce qu'il faudrait, du coup, distinguer deux types de communication, de réseaux, si on peut dire? Celle qui est fondée sur le pseudo et celle qui est fondée sur le vrai nom. Et dans ce cas-là, la question annexe, c'est qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant, d'ailleurs? Bon, j'y reviendrai, hein, parce que je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit une communication authentique, réelle ou vraie, celle dans laquelle je suis maintenant. Bon. Enfin, on verra surtout à la fin, ça. Bon, le problème général, c'est celui, vous l'aurez compris, de la vérité, justement. C'est celui de l'authenticité de la parole, de la vérité comprise comme authenticité de la parole, comme parole vraie, mais pas au sens d'une parole adéquate au réel, comme une parole vraie au sens ontologique du terme, c'est-à-dire de la vraie parole, une parole authentique. Ça, c'est de la parole. Ça, c'est de la communication. D'accord ? Une parole, donc, le problème d'une parole en nom propre, ou au contraire d'une parole derrière laquelle il n'y a personne. Il n'y a personne, où le nom propre est personne, où ce qui se donne comme un nom propre est en fait personne, où le nom propre s'appelle personne. Bon, vous voyez à qui je vais faire allusion. D'une parole donc dont le sujet est seulement un pseudo, où le vrai nom est caché, effacé, biffé. Donner son nom, son vrai nom, c'est s'engager dans sa parole, dans sa propre parole, c'est dire c'est bien moi qui parle. Et du coup, l'enjeu, il est moral. C'est-à-dire que le vrai et le faux, ce n'est pas des catégories théoriques, ce ne sont pas d'abord, à mon avis, des catégories théoriques, des catégories même théorétiques ou gnoséologiques, des catégories liées à la connaissance, liées à une théorie de la connaissance, mais ce sont des catégories morales. Ce sont des catégories même existentielles, excusez ce mot, mais ce sont des catégories existentielles qui sont liées à l'être singulier, à l'individu et à sa relation à l'autre. Parce que c'est exactement ce dont on vient de parler. Une parole vraie, c'est une parole qui induit une relation réelle d'individu singulier à individu singulier. Je te donne mon nom propre, je reçois le tien en échange, et là, on peut parler. Enfin, réel, mais totalement idéal. Hein. Ça se passe évidemment jamais comme ça. Autrement dit, c'est une catégorie morale, c'est aussi une catégorie politique, et c'est à ça que je voudrais en venir tout à la fin, hein, enfin même en cours de route, parce que je n'ai pas encore commencé, malheureusement. J'ai un peu de temps quand même. Oui. Beaucoup. Courage. Bref, c'est politique aussi parce que tout simplement, c'est très bête de le remarquer, parce que simplement parler en son nom propre, c'est pas simplement assumer la responsabilité de sa propre parole, et de là viennent tous les problèmes. Mais est-ce que cette communication virtuelle que nous pratiquons tellement souvent, tellement qui se répand sous pseudonyme justement, est-ce que c'est pas une déresponsabilisation de la parole, etc. C'est un problème très très important, hein, et qu'on va essayer de prendre à la racine. Mais c'est aussi que, et là, ce n'est pas un jeu de mots, hein, c'est vraiment continu, c'est aussi que de la communication à la communauté, il n'y a qu'un pas, et c'est vraiment ça qui compte, justement, c'est ce pas-là, c'est-à-dire qu'une vraie communauté serait fondée sur le don du nom propre, le don du nom. Hein. Donc je vais suivre un peu les parages de Derrida de ce point de vue-là. Autrement dit, il y a une communication véritable qui fonde une communauté véritable, qui fait société, qui produit du social, qui produit vraiment du social.
et qui est fondé sur le nom propre, c'est-à-dire le nom véritable. C'est pour ça que Ulysse ne sera jamais copain avec le Cyclope, parce qu'au lieu de lui donner son vrai nom, il lui donne un pseudonyme à la place, et en plus pas n'importe lequel, on va le voir. Bref, j'en ai terminé avec cette interminable conclusion. Conclusion, pardon. Ah, le lapsus, c'est intéressant. Non, ne vous réjouissez pas trop vite. C'est que la conclusion de l'introduction. Alors, pour comprendre ça, je vais suivre deux histoires, peut-être trois, en fait, non, deux histoires, parce que vu le temps que je mets à finir l'introduction, je vais vous raconter donc deux histoires où toutes ces questions sont prises. Et c'est pas d'ailleurs un hasard, sans vouloir faire d'autres digressions dans la digression, mais c'est pas un hasard que ce soit des histoires dans lesquelles soit pris à chaque fois le pseudonyme. Autrement dit, il y a un rapport justement évident entre les histoires, la narration, le récit et le pseudonyme. Le fait que le pseudonyme soit mis en scène dans un récit, et pas juste une petite mise en abîme ridicule, mais c'est le produit même, en fait, du pseudonyme. C'est l'une des choses que j'aimerais voir. Bon. Et donc, je m'engage tout de suite dans ces deux petites histoires qui sont bien connues, enfin peut-être bien connues, qui sont en tout cas, qui appartiennent au socle fondamental, hein, au socle de la pensée occidentale. Et la première, elle donne le titre à ma conférence, elle est tirée d'Homère, de l'Odyssée, d'un épisode assez connu, qui est l'épisode du Cyclope Polyphème. Et c'est, on peut dire, c'est l'histoire d'un des premiers pseudonymes de la culture occidentale. Bon. Ces deux ou trois histoires, justement, je ne les ai pas choisies totalement au hasard, parce que non seulement elles sont fondatrices de la culture occidentale, mais elles appartiennent à chaque fois aux trois grands genres de discours essentiels. Le premier, donc, le premier grand genre de discours, c'est la poésie, et c'est la poésie homérique. Tout commence avec Homère. Enfin, presque tout commence avec Homère. Et en tout cas, l'humanité commence avec Ulysse. Et c'est avec lui que je vais commencer. C'est l'histoire de l'homme aux mille ruses, c'est-à-dire l'histoire du spécialiste du faux. Bon. C'est le spécialiste du pseudo-Ulysse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est vraiment le premier homme, en tout cas le premier homme moderne. C'est celui qui est vraiment... C'est le rusé. Bon. Alors je ne vais pas refaire tous les développements, reprendre les développements merveilleux qu'avait fait Vernon sur la métisse chez les Grecs, c'est pas sur la ruse, hein, sur l'intelligence chez les Grecs. Je signale juste qu'avant la grande tradition de la métaphysique initiée par Platon sur la base d'une condamnation ambiguë d'ailleurs de la fiction ou du fictif, il y a un premier grand discours inaugural sur le faux et l'usage du faux, c'est Homère, hein, c'est l'Odyssée. C'est quand même prendre pour héros un type qui n'arrête pas de mentir. Hein. Il faut quand même... Enfin, il dit la vérité aussi de temps en temps, mais il ruse, et il ment, et il trompe. Bon, c'est l'humanité elle-même. Enfin, c'est comme ça qu'elle survit, en tout cas. Enfin, c'est aussi comme ça que survivent les animaux, hein, d'ailleurs. Mais c'est ce que fait remarquer Nietzsche, notamment. C'est qu'au départ, il y a la mimésis. Hein. La mimésis, c'est vital. On va le voir que, justement, la tromperie, la ruse, le pseudo, la mimésis, pour Ulysse, en tout cas chez Polyphème, c'est vital. Bon, alors, je retiens l'usage du faux nom dans tout cet art du langage, du double sens, du pseudo, de la ruse, de la tromperie, qui caractérise l'intelligence odysséenne. Je retiens essentiellement, donc, l'usage du faux nom par Ulysse, l'invention du pseudonyme. On peut parler d'invention du pseudonyme quand même, parce que Ulysse a une idée absolument géniale pour se sortir du mauvais pas dans lequel il se trouve. Je vous rappelle donc en quelques mots l'épisode, pardon de rappeler ces choses-là. Donc Ulysse est enfermé dans la caverne de Polyphème, le Cyclope est menacé d'être dévoré, lui et ses compagnons. Je remarque tout de suite, d'ailleurs, et ce n'est pas une digression, encore une, que c'est une autre histoire de caverne, parallèle finalement à celle bien connue de la caverne de Platon dans la République, c'est-à-dire qu'il est bien, parce qu'à chaque fois est en jeu essentiellement le pseudo, le simulacre. Dans ces deux histoires de caverne,
ces deux histoires du pseudo ou du simulacre, et comme par hasard, c'est fondateur de la pensée occidentale, me semble-t-il. Bon, c'est dans cette antre, dans l'ombre, hors du soleil, que le simulacre, le faux, le fictif s'invente, ou qu'on prend le simulacre pour le vrai. Bon. L'usage du faux nom est une première et une dernière ruse qui va sauver la vie d'Ulysse. À retardement d'ailleurs, parce que c'est une ruse, c'est une bombe à retardement en fait. Ça ne marche pas tout de suite, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on ne comprend pas très bien pourquoi il commence par mentir à Polyphème. Bon, bah, évidemment, il n'a pas que des liens amicaux avec le Cyclope, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on ne comprend pas pourquoi. Enfin, je vais revenir aussi là-dessus, parce que c'est quand même moralement peu défendable, normalement. Il devrait donner son vrai nom. Bon. Bref, Ulysse et ses compagnons échouent sur l'île du Cyclope, ils sont capturés, enfermés dans sa caverne, et ils servent de repas au Cyclope, parce que Polyphème est un Cyclope de la race des Cyclopes dits pasteurs. Ils ont des troupeaux. Voilà, c'est leur occupation. Quand ils ne mangent pas les hommes, ils font paître leurs troupeaux. Je remarquerai que le Cyclope, en l'occurrence, qui va dévorer le faux nom d'Ulysse, ce Cyclope est ni homme ni Dieu, il est avant les dieux, c'est-à-dire avant ces créatures du ciel et de la terre, plus anciens que les dieux, c'est-à-dire plus anciens que les Olympiens, c'est-à-dire avant que les dieux aient pris figure humaine. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont qu'un seul œil. Après les dieux ont deux yeux. Voilà. Bref, ces cyclopes sont anthropophages dans leur temps de loisir, enfin quand ils ont l'occasion de se mettre un homme ou deux sous la dent. Ils ne sont donc pas très bien élevés, mais curieusement, Polyphème demande son nom à Ulysse. Bon, étrange. Il veut lui parler donc. Bon. Avant de le manger, c'est la moindre des choses. Bon. Ça se fait de se présenter. Bonjour, moi c'est Polyphème, enchanté, je vais vous manger. Et vous, quel est votre nom? Et toi, quel est ton nom? Et c'est, là pour le coup, c'est plutôt Ulysse qui est mal élevé, car en guise de réponse, il lui donne un faux nom, ce qui ne se fait pas entre gentlemen. Il a donc tendance à estimer, et ça c'est une chose importante, bon, il sait quand même à qui il a affaire, mais il a tendance à estimer qu'on n'a pas à se montrer bien élevé avec quelqu'un qui menace de vous manger, qu'on ne doit pas le vrai, en l'occurrence le vrai nom, à qui commet l'injustice, pour parler à la fois comme Platon et comme Kant. Pour Kant, par exemple, le devoir de vérité est inconditionnel. Ulysse aurait dû donner son vrai nom, quand bien même il se serait fait manger. De toute façon, ça ne changeait rien. Il aurait dû donner. Mais non, Ulysse n'est pas moral. Il ne doit pas le vrai à quelqu'un qu'il estime peu. Donc il y a des gens à qui on doit le nom, à qui on peut donner son nom, et apparemment il y a des gens à qui on ne doit pas, ou on peut ne pas donner son nom, ce qui est immoral. Bon. À dire vrai, il a des circonstances atténuantes, bon, il a un peu peur de se faire manger, il a des raisons pour ça, mais on peut considérer, ou on pourrait considérer, ce serait une hypothèse intéressante, qu'on ne va pas mener trop loin, mais qui, moi, m'intéresse davantage. On pourrait considérer que cette façon de répondre en donnant un faux nom n'est pas liée justement à des circonstances pressantes et particulières, à des enjeux vitaux, mais à une tendance congénitale au faux. J'ai dit tout à l'heure que Ulysse, c'est le premier homme et c'est le champion du pseudo, c'est la ruse, la tromperie, c'est plus fort que lui. Il faut qu'il mente. Bon. Une mythomanie irrépressible, donc, expliquerait ce pseudonyme, cette invention, une tendance au mensonge ou à la fiction, une tendance d'Ulysse à raconter des histoires qui, d'ailleurs, se confirment dans un autre épisode de l'Odyssée que vous connaissez peut-être, qui est bien connu et qui est la première, là aussi, première grande mise en abîme de la littérature occidentale, puisque c'est à la cour d'Alkinoos, hein, Ulysse entend un Aède qui chante ses propres exploits. L'Aède n'a pas reconnu Ulysse, et Ulysse entend chanter ses propres exploits, interrompt l'Aède, et c'est lui qui va raconter ses propres aventures, enfin une partie de ses aventures. Autrement dit, c'est pas difficile de voir que c'est Ulysse qui interrompt Homère lui-même, bon, qui interrompt le poète, et qui se met à la place du poète, parce que évidemment, il y a un nom plus flatteur pour le champion du pseudo. Il y a un nom qui nous vient de Platon d'ailleurs. C'est celui de poète, justement.
c'est celui de poète. Donc on peut imaginer qu'Ulysse donne un pseudonyme parce qu'il est poète, hein, parce qu'il aime raconter il aime raconter. Et d'ailleurs, parenthèse dans la parenthèse, bon, Ulysse donne un faux nom. Très bien. Mais quel est le vrai nom d'Ulysse ? Son vrai nom, c'est Ulysse. Son vrai nom propre, c'est Ulysse. Mais en quoi est-ce un vrai nom ? Un vrai nom n'est-il pas un nom qui désigne une personne réelle ? Or, Ulysse est un personnage fictif. C'est un personnage poétique lui-même. Pour nous, Ulysse, le nom Ulysse, est le vrai nom d'une fausse personne. Autrement dit, un nom qui n'est vrai qu'à l'intérieur de la fiction, laquelle est fausse. Alors, c'est un nom vrai ou c'est un nom faux, dans ce cas-là ? Je ne connais pas la réponse, pour l'instant. Sauf que, ce n'est pas un truc qui risque, une chose qui risque simplement d'arriver à Ulysse, c'est quelque chose qui nous arrive tous les jours. C'est-à-dire, si notre vrai nom passe dans la fiction, est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Si je vous dis, par exemple, si je dis... Vincent Delecroix, avant d'arriver faire cette interminable conférence et passer braquer une banque à Lille, histoire d'avoir de quoi se payer le resto de ce soir, j'utilise un vrai nom, je désigne une vraie personne, mais je vous assure, c'est une fiction. Mon nom vrai est utilisé comme faux, ou dans du faux. Bon, c'est peut-être ce qui arrive à Ulysse, je referme la parenthèse. Bon, il importe évidemment que l'emploi du faux nom ici soit lié quand même à une ruse vitale. Je l'ai signalé. Mais ce qui est frappant, évidemment, c'est que pour Ulysse, l'essentiel, c'est de ne pas donner son vrai nom. Il faut commencer par mentir sur son identité parce que l'autre en a après, vraiment de la manière la plus crue, la plus brutale, la plus crue vraiment au sens littéral du terme. Et il en a après votre identité. Bon. Si vous donnez votre nom, vous êtes cuit. Enfin, vous êtes cru. Enfin, vous êtes mangé tout cru ou tout cuit. Bref, si vous donnez votre nom, c'est... Donner son nom, c'est être attrapé, être mangé. C'est ça que ça signifie. Vous êtes dévoré. Vous êtes dévoré par le langage de l'autre, à dire vrai. Ne pas le donner, c'est se soustraire à une prise qui peut s'avérer mortelle. Voilà ce que semble indiquer en réalité la ruse d'Ulysse. Comme si celui qui détenait votre nom, à qui vous le donnez, celui qui vous l'arrache, vous avez déjà à moitié dévoré. Alors bien sûr, ce qui est frappant, c'est le pseudonyme qu'il choisit. Le type de pseudonyme qu'il choisit. Comme nom faux, comment tu t'appelles ? Il donne personne. Outis, hein, personne. Il dit mon nom est personne. Bon. Alors évidemment, c'est curieux ce pseudonyme. Pourquoi il ne dit pas je m'appelle Jean-Claude ou je m'appelle Homer, par exemple ? Pourquoi choisir comme pseudonyme un nom qui non seulement n'est pas un nom propre, qui est un nom commun, mais qui en outre nie tous les noms propres. Car si le nom propre est le nom de quelqu'un, personne, c'est l'anti-nom propre. Bon. À moins qu'ils ne disent par là, voilà ce qu'est un pseudonyme. Un pseudonyme, c'est un nom qui ne désigne personne. Un pseudonyme, c'est personne, ou plus précisément, personne est le pseudonyme par excellence. Mais il dit surtout, je ne serai pas la proie du langage de l'autre. La communication dévore l'identité, impersonnalise, noie, masque, biffe, dévore l'individu réel, rend le sujet comme personne, fait du sujet, fait de l'être singulier, personne. Mais moi, je n'y perdrai pas mon nom, mon identité. Dans le langage, je ne suis personne. Je n'y suis pas en propre. Alors je laisse aller une image de moi, sans racine, sans filiation, un ectoplasme communicant, mais je, le vrai je, celui qui est désigné par le vrai nom propre, je suis en dehors. Je ne suis pas là dans le langage. Le vrai est ailleurs. Dans le langage, je ne suis personne, ou j'ai tendance à devenir personne. Mon nom a tendance à s'effacer. Alors je te donnerai personne comme nom à mâcher et à dévorer. D'ailleurs, ça pourrait signifier, d'ailleurs, dans une petite parenthèse, un éclair de lucidité de la part d'Ulysse. Personnage de fiction. Ulysse se rend compte, mais bon sang, je suis un personnage de fiction. Je ne suis personne. Je ne suis rien, ni personne. J'appartiens à une fiction. Je suis un pseudo. Mon nom est un pseudonyme. Ou version
un tout petit peu plus comique. Tu crois que tu vas dévorer une personne réelle, mais non, tu vas dévorer un personnage de fiction. Tu ne mangeras rien. Enfin, le Cyclope lui-même, j'ai des doutes sur son existence réelle. Mais bon, tu ne vas manger qu'un personnage de fiction, autant dire rien, c'est-à-dire personne. Ou alors, autre version ou autre commentaire, mon nom est le nom de personne, c'est-à-dire aussi bien celui de n'importe qui. Mon nom est anonyme. Personne en particulier, c'est-à-dire tout le monde. Je suis tout le monde, je suis personne, ça veut dire je suis tout le monde. Tout le monde, c'est justement une abstraction, la négation de l'individu singulier, autrement dit, personne. Tout le monde, c'est l'impersonnel. C'est personne en particulier, comme on dit. C'est le particulier, justement, qui est nié. C'est le faux. C'est le faux. Alors bien sûr, donner personne comme nom, c'est mettre du vent dans la bouche de Polyphème. C'est se soustraire, lui donner une fiction à dévorer. Tu ne mangeras personne, tu mangeras personne. Je ne me donnerai pas avec mon nom, tu ne m'attraperas pas par mon nom. Et Polyphème gobe le nom. C'est trop facile, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Au sens vulgaire, il gobe une histoire. Il gobe le faux nom. Polyphème est la première victime de la fiction. Il est naïf, ingénu, un peu couillon, il faut bien le dire. Ah bon, tu t'appelles personne? Tiens donc, va pour personne, bon alors. Et hop, il gobe le nom à la place de la vraie personne, sauf comme vous le savez, qu'en gobant le faux nom, ce qu'il va détruire, c'est son propre langage. C'est ça qui est extraordinaire. Quand je vous disais tout à l'heure que c'est une ruse à retardement, ce pseudonyme, c'est précisément parce que Polyphème ingère le faux nom, l'incorpore dans son langage, que son langage va se retourner contre lui. Parce que quand ses camarades, quand Ulysse lui crèvera l'œil, qui sortira furibard à la poursuite d'Ulysse, et que ses camarades lui demanderont « Mais qui t'a fait ça ?» Il répondra « Personne m'a fait ça. Personne m'a fait ça. » Voilà la bombe qui explose. Extraordinaire. Il a avalé le pseudo, il a avalé le faux. Le langage se retourne contre lui. Il voulait dire quelque chose et il dit l'inverse. Il voulait dire le vrai, d'une certaine manière. Et il dit quelque chose qui est interprété à l'inverse du vrai. Parce que quelqu'un lui a crevé un œil. Ça, c'est incontestable. Mais c'est fondamental comme opération. Enfin, c'est fondamental et c'est très inquiétant. Parce que précisément, ça montre bien qu'en investissant, c'est vraiment en ingérant dans ce cas-là, en investissant le pseudonyme, le faux dans le langage, c'est tout le langage qui d'un seul coup se met à se volatiliser, à devenir immaîtrisable, à devenir faux. Bon. Évidemment, l'essentiel, c'est de remarquer que la ruse d'Ulysse se fait en atmosphère hostile. Bon. C'est le moins qu'on puisse dire. S'il fait ça, c'est pour se sauver. Bon. Par cette ruse à retardement, par cette bombe à retardement placée dans le langage. Bon. Parce qu'en fait, il ne suffisait pas de crever l'œil du Cyclope, c'est-à-dire de l'aveugler. Il fallait neutraliser le langage lui-même pour que ses compagnons ne se portent pas à sa rescousse. Ulysse n'était pas sauvé parce qu'il sortait de l'antre de la caverne. Il est sauvé quand le langage de Polyphème est neutralisé. Voilà. Les autres, ah bon, personne t'a fait ça. Tant pis pour toi, ciao. Voilà. Et là, Ulysse est sauvé. Il a fictionnalisé le langage, et là, il est vif, si je puis dire. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est que, et je vais bientôt en terminer avec, avec Ulysse, enfin si, je vais bientôt en terminer avec Ulysse. Évidemment, ce qui est intéressant ici, c'est que ça laisse entendre qu'il pourrait y avoir un autre type de communication vraie cette fois-ci, avec la donation du vrai nom. Bon. Une communication véritable à base de noms vrais, justement pas en terrain hostile, bien sûr. C'est-à-dire un vrai nom qui appartiendrait à une vraie relation, qui entre dans un certain circuit, qui relie des êtres singuliers, des personnes, et non pas tout le monde, justement, et non pas n'importe qui, et non pas personne, justement. Donc une communication dans laquelle le sujet est engagé, et j'insiste évidemment sur le terme d'engagement, puisque
Le nom est ce qui nous engage ou la marque de l'engagement dans notre parole. Nous parlons en notre nom propre. Autrement dit, nous assumons ce que nous disons, le pseudonyme étant évidemment une manière de se soustraire à cette responsabilité. Je signe en mon nom propre, je vous donne mon nom, c'est moi qui parle. Il y a un je qui parle, un vrai je. Ce n'est pas une parole anonyme, impersonnelle, une parole sans père, comme disait Platon dans le Phèdre. Et du coup, comme je le disais, l'enjeu n'est pas seulement moral, il est politique parce qu'il est relationnel. Mais en quoi il est politique exactement? Non pas seulement dans le sens où le nom propre nous attache au politico-administratif, cette morale d'état civil dont parlait Foucault, parce que le don du nom et l'échange des noms, le nom donné comme condition de la relation entre individus singuliers, trame le tissu social et politique. Il y a du politique institué par le nom propre. Une fausse parole, une parole sans engagement, une parole pour rien ou pour tromper, précisément, c'est le contraire de la société. Bon. Ce qui frappe dans ce cas-là, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, Ulysse a l'air de dire qu'il y a des gens à qui on peut donner son nom, son vrai nom, et puis il y a des gens qui ne le méritent pas, qui méritent seulement un faux nom, qui ne sont pas dignes du don du nom, qui ne sont pas dignes de notre vrai nom. Il y a des amis et puis il y a les autres. Bon. Les compagnons savent quel est mon nom, quel est mon nom véritable, mon vrai nom, mais toi tu ne le sauras pas. Tu n'en es pas digne. Il y a la communauté où le vrai nom circule, car on est entre soi, et puis il y a le reste. Et certes, il y a, je viens de le dire, une vraie communauté fondée sur le vrai nom. Mais justement, elle n'est pas préformée. Elle n'est pas préalable à la mise en circulation du nom. Elle est fondée sur le nom. Elle est liée au nom, à la qualité du nom mis en circulation. C'est-à-dire à la différence, justement, entre le vrai et le faux. Je la fais ou la défais en donnant mon vrai nom ou en le refusant. Et même, alors, ne faut-il pas exactement inverser la perspective? Peut-être que le vrai nom est le nom qui est en circulation dans une vraie relation. Il ne précède pas cette relation. Il devient vrai parce que la relation est réelle. Une relation de singulier à singulier. Alors, dans une relation de singulier à singulier, j'ai un nom propre. Pas avant et pas autrement. Aux antipodes, donc, de l'anonymat et de l'impersonnel. Le vrai nom est celui qui est en circulation dans une vraie relation. Mais du coup, comme je le disais tout à l'heure, et je n'insiste pas là-dessus parce qu'il est temps de passer à la deuxième histoire. Je sens que je n'arriverai pas à la troisième, mais ce n'est pas grave. Du coup, au moins signaler ça, cette inversion de perspective nous fait penser qu'il ne faut pas comprendre le pseudonyme, le problème du vrai nom, du nom propre et du pseudonyme à partir du vrai et du faux, c'est l'inverse. Il faut comprendre le vrai et le faux à partir du pseudonyme et à partir du nom propre. C'est ce que je disais tout à l'heure en disant que le vrai et le faux, ce sont des catégories qui appartiennent à la relation, qui sont à la fois morales et politiques, de ce point de vue-là. C'est la division entre le non vrai et le non faux qui institue la division entre le vrai et le faux, et pas l'inverse. Bon. C'est le pseudonyme qui donne l'idée de pseudo, voilà, et pas l'inverse. C'est pas le pseudo qui est la racine du pseudonyme, aussi étrange que ça puisse paraître, ou paradoxal. C'est le pseudonyme qui est la racine du pseudo, comme le montre exactement Ulysse, le faiseur de Tours. Bon. Fin de la première étape. Bon, les conclusions sont assez simples et pour l'instant, on se contente de dire, enfin elles sont assez simples, oui elles sont assez simples, on se contente de pratiquer d'une certaine manière une dévaluation à la fois morale, politique et même métaphysique du faux nom, du pseudonyme. Il est faux. Bon. Mais il y en a un autre qui ne veut pas donner son nom, si je puis dire. Il y a un autre personnage célèbre, tout au début de l'histoire aussi, de l'histoire occidentale, du moins. Même un peu plus. Un personnage qui se méfie suprêmement de ceux qui demandent son nom, ou de celui qui demande son nom, et même qui s'irrite contre ceux ou celui qui demande son nom, vous l'aurez tout de suite reconnu, malgré l'impossibilité de le voir. C'est Dieu lui-même. Dieu ne veut pas donner son nom. C'est interdit. En sorte que tous les noms de Dieu sont des pseudos. Et c'est pas rien.
si la pensée occidentale est enracinée dans la révélation biblique, qu'elle le veuille ou non, et qu'elle s'en débarrasse ou non. Et on est là dans un deuxième genre de discours, le discours religieux, sur lequel je vais essayer de gloser un petit peu de la même manière, c'est-à-dire, pardonnez-moi, de manière un peu irrévérencieuse. Après la poésie, le discours religieux, donc, et cette histoire incroyable de pseudonymes divins. Bon, cette mauvaise volonté de Dieu a donné son nom. Bon. Je signale quand même que c'est pas rien, et c'est pas rien pour la philosophie elle-même, d'ailleurs, parce que c'est quand même l'histoire de la révélation. Bon. Autrement dit, c'est l'histoire par laquelle, ou à partir de laquelle, on apprend ce que c'est que la révélation, sur quoi repose une religion dite révélée. Ce qui est déroutant, bien sûr, c'est que la révélation cache ce qu'elle révèle. Dieu se montre en ne se montrant pas, se donne en se retirant, c'est-à-dire dit son nom et en fait ne le donne pas. Bon, se présente dans son pseudo. Bon. C'est comme ça qu'on initie la communication, je vous le rappelle, il faut donner son nom. Mais Dieu, lui, il ne veut pas. Bon. Enfin, il veut initier la communication, mais il ne veut pas donner son vrai nom. Bon, pour des raisons qu'on connaît un peu. La révélation, c'est ce qui donne quand même son sens à la notion de révélation. C'est quand même étrange. La révélation, c'est la révélation du nom. Bon. Or, le nom donné, c'est un pseudo, un non-nom, un anti-nom. Bon, un nom, enfin bon, un non-nom, ça va. En sorte d'ailleurs qu'on pourrait croire, on pourrait croire que la révélation du nom, c'est-à-dire la révélation du vrai nom, et je parle de Dieu, mais je parle de n'importe qui, là en l'occurrence, que la révélation du nom ou la révélation du vrai nom serait enfin la révélation pleine, entière, achevée. Le jour où il nous dira son vrai nom, ce sera à la fois bon et très mauvais signe. C'est-à-dire que l'histoire sera terminée. Voilà, qu'on sera à la fin du monde, ou à la fin de notre histoire. Ou inversement, peut-être que toute l'histoire consiste à découvrir que le nom de Dieu, le nom Dieu, est un pseudonyme. C'est un faux nom qui a personne derrière, voilà, pour tout dire. Que c'est l'équivalent de personne. Autrement dit, que Dieu a dit la même chose qu'Ulysse. Bon. Alors, comme vous savez, la mauvaise volonté de Dieu à donner son nom se manifeste en un premier endroit, dans des circonstances bien précises, Exode 3,14, qui a fait couler des océans d'encre, philosophique, mais pas seulement. Moïse fait paître son troupeau, il voit le buisson ardent, il entend une voix, Dieu parle. La révélation, c'est pas le buisson ardent, c'est important ça. La révélation, c'est pas le buisson ardent, c'est un phénomène. C'est un phénomène bizarre qui intrigue Moïse, mais ça pourrait être n'importe quoi. Bon. C'est un phénomène qui ne lui dit rien, dans les deux sens du terme. Tiens, il y a un buisson qui se consume, mais sans se consumer. Bon, voilà. La révélation se fait dans la parole. Bon. C'est quand Dieu parle qu'il se révèle, pas dans le buisson. Dieu se révèle non pas en se montrant, mais en parlant, et plus précisément en entamant un dialogue. Donc, j'entame un dialogue, je te donne mon nom. Enfin, normalement, c'est comme ça que ça devrait